Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien en direct de Al24 News. Nous vous remercions de vous joindre à nous pour un nouveau numéro de l'échiquier international. La décision de la CPI, la Cour pénale internationale, n'a pas laissé de marbre les alliés de l'entité sioniste. Que l'entité sioniste et son gouvernement, formé essentiellement de barbares, prennent mal la décision, voire l'éventualité de poursuivre Netanyahou pour crimes de guerre contre les Palestiniens, cela peut se comprendre. Mais que ce soit les États-Unis qui, dans un élan plutôt de solidarité scandaleux, montent au créneau, c'est cela qui étonne, même s'il ne surprend pas. En effet, la Chambre des élus américains vient de voter ce mardi 4 juin en faveur d'un texte de loi qui sanctionnerait la Cour pénale internationale. Retour sur les relents d'une telle proposition tout de suite. Alors, comme je le disais, nous allons aujourd'hui en débattre sur ce fameux sujet qui est donc ces représentants donc, de la Chambre américaine qui ont voté ou qui comptent en tous les cas aller vers une loi qui sanctionnerait la CPI parce que la CPI a osé quelque part, si vous permettez, justement, a osé enfreindre la loi que le monde occidental s'est imposée. Et pour en parler, on le fait avec vous aujourd'hui, Monsieur Milo Tchenoufis. Je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales au Collège des forces canadiennes à Toronto. D'abord, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, toujours un plaisir. Alors, que faut-il en penser, M. Milo Tchenoufis? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est les États-Unis qui déclarent la guerre à la CPI? Et on va voir que ce n'est pas la première fois que ce genre de décision est prise vis-à-vis de la CPI. En fait, la décision ne devrait surprendre personne. Il faut d'abord préciser que ce projet de loi a été adopté au niveau de la Chambre des représentants, qui n'est qu'une partie du Congrès américain, qu'elle doit passer au Sénat ensuite. Comme vous le savez, le Sénat est dominé par les démocrates et il faut que les démocrates avalisent ce projet de loi qui a été initié par des républicains dans la Chambre des représentants pour que ça devienne loi. Et après cela, il est nécessaire que le président des États-Unis ratifie la loi. Les échos qui nous parviennent pour le moment disent que ce n'est pas certain que la loi passe au niveau du Sénat et soit ratifiée par le président. Mais tout cela n'est pas important. Ce qui est important de savoir, oui, absolument, c'est que cette démarche rentre dans le cadre d'une logique. Et cette logique-là a sa racine du côté américain et du côté israélien. Du côté américain, comme vous le savez, les États-Unis ont signé le traité de Rome qui institue la création de la Cour pénale internationale en 2001-2002, mais très rapidement, ils se sont retirés. Ils ont retiré leur signature avant même que le traité ne soit ratifié par le Congrès. Donc que les États-Unis s'opposent à la CPI, voilà quelque chose qui n'est pas du tout surprenant. Absolument pas. Ça rentre dans la logique des choses. Et vous savez qu'il y a quelques années, la procureure, Madame Fatou Bensouda, qui a occupé le poste avant Karim Khan, avait fait allusion à la possibilité d'investigation, au moins d'investigation sur le comportement des Américains en Afghanistan. Et à cette époque-là, déjà, il y avait une attaque en règle contre elle et contre la Cour pénale internationale. Oui. Et puis vous avez la dimension israélienne sur laquelle on peut détailler aussi si vous le voulez. Oui, bien sûr. Juste, je vous propose, M. Tchenoufis, tout comme à nos téléspectateurs, de voir ensemble ce sujet signé Safwan Ben Sabri. On revient au débat, d'ailleurs, un sujet qui est donc dans le cœur même de cette annonce et de cette décision. Aux États-Unis, la Chambre des représentants s'illustre à nouveau par une séquence politique typiquement américaine. Les élus ont voté pour sanctionner la Cour pénale internationale et ses membres. La proposition a peu de chances d'être adoptée par l'autre chambre. Le Sénat, lui, est à majorité démocrate et le président Joe Biden a déjà exprimé son opposition au texte. Mais pour la majorité républicaine à la Chambre des représentants, à l'initiative du texte, ce vote montre qu'une partie de l'establishment américain se tient aux côtés de l'entité sioniste et refuse que le droit international s'applique contre les dirigeants sionistes pour des crimes de guerre. Le 20 mai,
Le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan a réclamé des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et le ministre de la Défense sioniste pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza. S'ils sont approuvés par un panel de juges, il reviendrait aux 124 États reconnaissant l'autorité de la CPI de procéder aux arrestations des accusés. Le texte, voté mardi par l'essentiel des élus républicains et 1/5 des élus démocrates, interdirait notamment à certains responsables de la CPI l'entrée sur le territoire américain. Des conséquences qui ne font pas peur au procureur de la Cour pénale internationale, qui a déjà déclaré qu'aucune pression ne serait efficace contre la Cour ou ses membres. Alors, on vient de le voir, ce n'est pas la première fois, même si, au fait, on ne s'y attendait pas. On s'est dit en 2001, il y a eu la réaction avec le gouvernement de Bush, l'administration Bush, et on sait pour quelle raison. D'ailleurs, c'est une sorte de pacte de défense pour que les États-Unis ne soient pas poursuivis, parce qu'à un moment donné, on avait peur que ce genre de démarche va petit à petit toucher des personnalités politiques américaines impliquées dans des guerres génocidaires. Il n'y a pas que seulement la Palestine. Et donc, est-ce que finalement aujourd'hui, les États-Unis sont en droit, comme ça, en votant dans un Sénat ou la Chambre des représentants, de prendre des décisions qui concernent le monde entier, effectivement, et pour également, je dirais, protéger des génocidaires dans le monde? En fait, ils le font non pas pour se conformer à quelque forme de droit ou de justice, qu'il s'agisse de droit international ou même de droit domestique américain. Vous savez, en parlant d'Israël, vous avez des lois américaines qui interdisent au gouvernement américain d'apporter une aide de quelque nature qu'elle soit, militaire ou diplomatique, à un gouvernement qui porte atteinte aux droits humains. Ici, nous avons des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et un génocide, mais malgré tout, les Américains le font contre leurs propres lois. Alors, cela nous permet d'insister sur un élément, c'est que les affaires internationales, depuis la nuit des temps, fonctionnent sur deux lignes différentes qu'on a déjà abordées sur ce plateau-là. Oui. La ligne du droit, et notamment du droit international, de la légitimité internationale, des organisations internationales et de la justice internationale. Oui. Et vous avez l'autre ligne qui est celle de la force. Donc, du point de vue du droit, vous avez la planète entière qui est derrière la cause palestinienne, qui est une cause incontestablement juste et qui est un défi pour l'humanité entière, pas uniquement pour les Palestiniens eux-mêmes ou pour les Arabes et les musulmans en particulier. Et vous avez de l'autre les États-Unis et Israël qui, eux, évoluent sur la ligne de la puissance. Donc c'est au nom de la puissance qu'ils agissent contre le droit. Bien entendu, cela a un effet sur la légitimité, et pour avoir de l'autorité à l'échelle internationale, vous avez besoin, en plus de la puissance, vous avez besoin de légitimité. Donc, même s'ils arrivent donc à déranger, si vous voulez, la Cour pénale internationale à travers ces sanctions, cela va leur causer de sérieux problèmes ailleurs dans le monde, où ils essaient de convaincre plusieurs États, notamment en Asie, de les rejoindre dans leur stratégie d'endiguement de la Chine. Oui. Donc vous comprenez que d'un certain point de vue, même si la puissance permet aux Américains de faire ce qu'ils font, cela ne signifie pas que c'est nécessairement dans leur intérêt. Justement, est-ce que ce n'est pas une arme à double tranchant qui peut-être aujourd'hui peut servir la loi de la puissance et de la force contre celle du droit international? Ça peut marcher pour la Palestine, mais demain peut-être ce ne sera pas la Palestine, ce sera un ennemi des États-Unis. Et qu'est-ce qui, dans ce cas-là, va dire qu'on peut appliquer ce droit international? Pourquoi est-il applicable pour certains et pas pour d'autres, lorsque les États-Unis le décident seulement? Est-ce que finalement, on est en train d'assister à la force qui prime sur le droit international? Et si c'est le cas, alors pourquoi doit-on se référer à ça? Vous savez, laissez-moi vous partager avec vous une anecdote qui remonte à quelques années. Avant l'invasion de l'Irak, un diplomate américain avait été consulté par la Maison-Blanche, qui était à l'époque dirigée par George W. Bush. Et la Maison-Blanche avait demandé à ce diplomate-là son avis sur l'invasion de l'Irak. Et le diplomate a répondu en disant « Il existe des données de la réalité dont il faut tenir compte, et si on en tient compte, il est préférable de ne pas envahir l'Irak. » Et la réponse qu'il a obtenue était de dire « Nous sommes
une superpuissance aujourd'hui, donc nous pouvons créer notre propre réalité. Ça, c'était propre droit. Notre propre réalité. Oui. C'est encore pire Oui. parce que vous ne pouvez pas créer votre réalité en ignorant le reste du monde, mais c'était la volonté qui était là avant la guerre de l'Irak. Depuis la guerre de l'Irak, disons que le monde a évolué, mais les États-Unis n'ont pas encore changé d'état d'esprit dans leur façon d'aborder le monde, dans lequel ils pensent réellement que la puissance qui est la leur et qui est bien réelle les protège ou les exempt du respect du droit international. Mais encore une fois, c'est paradoxal parce que l'un des arguments les plus importants dans la nouvelle guerre froide avec la Chine est de dire que nous, les États-Unis, sommes les garants d'un ordre international fondé sur le droit, alors que la Chine, à cause de son comportement dans la mer de Chine, etc., est l'exact contraire du respect de ce droit. Et alors, en agissant comme ils agissent actuellement en Palestine, c'est-à-dire en mettant en exergue le fameux deux poids, deux mesures, ils font en sorte que la justice ne s'applique pas de manière universelle. Et dès que la justice ou une norme ou une loi ne s'applique pas de façon universelle, eh bien, elle devient juste l'incarnation d'une volonté de puissance et de domination. Voilà. Et c'est le cas actuellement des États-Unis. Donc les faibles n'ont aucune chance, on va le comprendre. Selon cette logique, ça s'applique de cette manière. Selon cette logique. Mais vous savez, les rapports de pouvoir sont plus compliqués que cela parce que même le faible a toujours un moyen de recours pour imposer sa volonté au plus fort. Et l'expérience récente des États-Unis en Irak, en Afghanistan, mais également l'expérience des puissances coloniales dans le passé, en Algérie, au Vietnam, etc., la puissance n'a pas permis à ce projet colonial de fonctionner ou au projet qui avait été mis en place par les néoconservateurs pour l'Irak et l'Afghanistan n'ont pas fonctionné, tout simplement parce que les partis les plus faibles avaient une marge de manœuvre. Voilà. Et cet élément-là, généralement, les puissants refusent de l'accepter. Ils ne conçoivent le pouvoir que comme une manière d'appliquer la puissance pour imposer une volonté aux plus faibles. Alors que la réalité est beaucoup plus complexe que cela. D'où le mot donc d'hégémonie. Alors la Chambre donc américaine des représentants vient de l'approuver. Le problème, c'est que l'administration n'interdit pas, finalement, ne dit pas qu'on va voter, ne va pas apposer son veto. Ils n'ont pas dit qu'on allait faire notre veto, mais ils n'ont pas dit non plus qu'on était contraire sur le fait qu'il y ait eu cette démarche. Mais tout simplement, l'administration de Biden a dit qu'il existe d'autres moyens, n'est-ce pas, de protéger, non pas de défendre, de protéger Israël. Est-ce que ce n'est pas une façon flagrante aujourd'hui de dire que de toute façon nous sommes avec Israël dans cette guerre contre la Palestine? Ça n'a pas été dit clairement, mais là je pense que plus clair que ça n'existe pas. En fait là aussi, je veux dire, on ne peut pas douter du fait que l'administration Biden a habilité, si vous voulez, Israël à commettre le génocide. Sans l'aval des États-Unis, ce que les Palestiniens ont subi ne se serait pas produit. Et même lorsque l'administration américaine dit chaque 15 jours ou chaque mois qu'ils sont derrière une initiative pour un cessez-le-feu, la réalité est qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de le faire, mais dans la réalité, la convergence, elle est là entre le gouvernement israélien et le gouvernement américain. Depuis le départ. Depuis le départ, pour la poursuite des opérations. Mais si vous me le permettez, j'aimerais ajouter un autre élément. Ce qui s'est produit cette fois-ci, avec cette loi adoptée par la Chambre des représentants, et la réaction de la Maison-Blanche témoigne de l'influence que le lobby israélien a aux États-Unis et l'influence auprès d'une bonne part de l'establishment politique américain. Ce n'est un secret pour personne. Tout le monde le sait. C'est une sorte de convergence bipartisan. Et ce qu'ils ont fait n'est rien d'autre que le prolongement
d'une guerre que mène Israël contre la Cour pénale internationale depuis une dizaine d'années. Il y a des détails que je pourrais partager avec vous, si vous le voulez. Mais voilà, donc par exemple, la procureure la procureure générale de la Cour pénale internationale précédente, Madame Fatou Bensouda, dans des rapports qui ont été publiés récemment par un journal très sérieux britannique qui s'appelle The Guardian, eh bien, on sait aujourd'hui qu'elle a été intimidée par le directeur du Mossad, Yossi Cohen. À l'époque. Absolument. C'est-à-dire que son action a commencé juste après que Mme Bensouda ait dit qu'elle allait lancer une investigation sur le comportement d'Israël dans les territoires palestiniens. Et ce monsieur qui a pris ses fonctions en 2016, donc un an après l'initiative de la CPI, s'est d'abord engagé pour la contacter et essayer de la gagner à la cause d'Israël. Quand il n'a pas réussi, il l'a carrément menacé, et je cite ce qu'on peut lire d'ailleurs dans The Guardian, il lui a dit aidez-nous à vous protéger, ne vous engagez pas dans des affaires qui risqueraient de vous mettre en danger et mettre la sécurité de votre famille en danger. C'est une menace très bien maquillée. Clairement. Et cela témoigne du courage dont Karim Khan a fait preuve. Même s'il est très controversé, on ne défend pas la personne, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Exactement, et donc sa décision est une décision très courageuse, et cela témoigne aussi des pressions qu'il a subies et qu'il va subir dans l'avenir, pas seulement de la part d'Israël, mais comme on le voit déjà, de la part des États-Unis aussi. Alors, il est vrai qu'il faut un petit peu voir ce qui s'est passé durant cette semaine entre la déclaration de la Chambre des représentants, entre les déclarations de la CPI. Il y a eu quand même un foisonnement. Le problème est que dans tout ça, c'est les États-Unis qui pointent du doigt ou qui dénonce le fait qu'aujourd'hui la CPI, parce que finalement, qu'est-ce qu'on reproche à cette CPI, en plus du fait qu'elle ait osé lancer un mandat d'arrêt contre Netanyahou, c'est qu'elle a fait un parallèle aussi avec le Hamas, c'est-à-dire le Sinoir, que le mandat d'arrêt, parce que peut-être on ne le sait pas encore, mais c'est que le mandat d'arrêt n'a pas été que dans un sens, mais dans une autre direction aussi palestinienne. On a mis à pied d'égalité le Hamas et le gouvernement de l'antitésioniste. On sait très bien que c'est injuste, mais c'est ainsi. C'est une procédure judiciaire qui va dans ce sens. Donc finalement, un sénateur dit que de toute façon, c'est inadmissible qu'on mette le monde démocratique, le gouvernement d'un pays démocratique, donc il fait allusion à l'antitésioniste, en parallèle avec les gouvernements sauvages d'une entité sauvage, donc allusion à Al-Hamas. C'est encore le bourreau finalement qui se fait passer pour, si vous voulez, l'exemple de la démocratie. Après 9 mois, il faut le dire, 9 mois de génocide contre le peuple de Gaza. En fait, regardez, si on prenait cette logique-là qui... On a complètement inversé la vapeur. C'est-à-dire, acceptons leur logique, acceptons cette logique-là, et posons-nous la question... Qu'est-ce qui a conduit à l'apparition de Hamas ? Hamas existe depuis 1987, le conflit existe depuis 1947. Donc nous pouvons conclure que ce n'est pas le Hamas qui a créé le conflit, mais plutôt le conflit qui a conduit à la création de Hamas. Et la perpétuation de ce conflit-là est due à la politique d'Israël à l'égard des Palestiniens. Donc s'il y a barbarie, elle n'est pas du côté du Hamas ou du côté des Palestiniens. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, le fait qu'Israël commette un génocide est une preuve, encore une fois, selon la logique de ceux qui refusent ce parallèle-là, c'est la preuve irréfutable qu'une démocratie peut commettre un génocide. On le savait, puisque les puissances coloniales se présentaient comme des régimes démocratiques et elles ont commis des génocides coloniaux. L'histoire nous a démontré que ce sont ces puissances qui ont commis des génocides et non pas l'inverse. Donc vous comprenez que le parallèle qui ne doit pas être fait, c'est plutôt entre une cause qui est clairement du point de vue moral juste et d'une puissance, peu importe la nature de son régime politique, qui applique une politique d'extermination. Un dernier point, si vous permettez. Qualifier Israël de démocratie est très contestable, est une idée tout à fait contestable. Ils ont des élections, c'est vrai, que ces élections-là sont plus ou moins
libre, mais la réalité est que vous avez un système d'apartheid à l'intérieur même des frontières de 1967 du côté israélien, et du côté de l'occupation des territoires palestiniens, vous avez une politique également d'apartheid qui portait en germe, parce que c'est un système colonial, qui portait en germe le génocide qui aujourd'hui est perpétué. Donc cette idée selon laquelle il ne faut pas mettre sur le même pied d'égalité Israël et le Hamas est une idée qui est totalement absurde. Je terminerai sur un point, c'est que la justice de façon générale, qu'elle soit domestique ou internationale, traite d'individus. Et elle ne porte pas un jugement moral sur les causes. Donc même si des leaders du Hamas sont incriminés en tant qu'individus, ça ne signifie pas que la cause palestinienne n'est pas la cause juste dans ce conflit. Ça ne remet pas en cause la justesse de la cause palestinienne. Par contre, ce que je voulais dire par ma question, c'était que, effectivement, on s'étonne que ce soit les Américains qui s'offusquent de ce parallèle, alors que ça devrait être les Palestiniens, le Hamas, qui devrait s'offusquer de ne pas qu'on fasse de parallèle entre lui, en tant que mouvement de résistance, n'en déplaise à certains, et entre une entité sioniste qui ravage tout sur son passage. Dernière question, si le temps nous permet, bien sûr, Monsieur Chenoufi. Quelles sont finalement les répercussions d'une telle attitude aujourd'hui par rapport à la CPI? Est-ce que cela veut dire que dans le futur, il risque d'y avoir des récidives dans ce sens pour certains pays qui ne voudraient pas reconnaître les ordonnances de la CPI? Ils ont le droit de le faire, puisque l'Amérique le fait. Alors, c'est un antécédent. Et c'est un antécédent qui était tout à fait anticipable. Pourquoi? Parce que les puissances, effectivement, peuvent échapper au droit international. Mais cela signifie autre chose aussi. Comme j'ai eu l'occasion de le dire sur votre plateau, l'idée du droit international, des organisations internationales, de la justice internationale correspond à une vision qu'on appelle le libéralisme internationaliste. Ce libéralisme internationaliste, une fois que la logique est lancée, il va s'étendre. Et il va s'étendre généralement par ceux qui sont victimes d'injustice et qui cherchent la justice. Nous l'avons vu dans le passé à travers les mouvements de libération qui ont fait avancer la cause du droit international, et nous le voyons aujourd'hui grâce aux martyrs des Palestiniens qui font avancer la cause du droit international, même si des États qui ont été les champions du droit international aujourd'hui sont complices d'une manière ou d'une autre du génocide dont sont victimes les Palestiniens. Juste pour conclure, il nous reste encore 2 minutes plutôt, j'aurais aimé 10 minutes, mais c'est juste 2 minutes, M. Milou Chenoufi. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, cette décision de la Cour pénale internationale, plutôt de la Chambre des Lords des Américains par rapport à la décision de la Cour pénale, et on a vu des pratiques qui ont été donc utilisées par le passé par des dirigeants américains sionistes à l'encontre de certains juges pour les dissuader, donc des menaces carrément ouvertes. Est-ce que finalement, au nom de la protection d'Israël, toutes les dérives sont permises, y compris celle d'écraser le droit international? On le voit clairement, on le voit clairement. Mais comme on l'a dit et on l'a répété, vous savez, lorsque la puissance vous permet de prendre une décision, votre esprit est dominé par les effets de premier ordre que vous cherchez à obtenir. Mais ce que ça vous empêche de voir, c'est les effets de second et de troisième ordre. Et ça, ça va être contre les intérêts des Américains dans le futur. Merci beaucoup, M. Milou Chenoufi, d'être avec nous et surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de partager, d'échanger avec vous. Je vous rappelle que vous êtes professeur de relations internationales au Collège de Toronto. J'écorche chaque fois, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à retenir, mais en tous les cas, je m'applique. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.